qu'est-ce qu'on sait vraiment des banquiers centraux? Ils aiment se réunir chaque année dans le Megève américain, un petit village dans la montagne qu'on appelle Jackson Hole. Bon, ça c'est vrai, c'est super. Il semblerait que ça soit les maîtres du monde, qu'ils maîtrisent les politiques monétaires du monde entier et qu'ils puissent choisir tout seuls un peu le destin de l'humanité et de créer ce qu'on appelle de l'argent magique. C'est quand même plutôt vrai, mais on va voir ça dans le détail. Cette vidéo est une publication de presse qui ne peut pas être assimilée à un conseil d'investissement personnalisé. Il est donc de votre responsabilité de suivre ou non les recommandations données dans cette vidéo en fonction de votre situation. Attention, n'investissez jamais plus que vos moyens ne vous le permettent. La valeur de tout investissement et des revenus qui en découlent peut monter aussi bien que descendre. Avant d'investir, consultez un professionnel de la gestion de patrimoine agréé. Quand on parle des banques centrales, en fait, on va parler des grandes banques centrales. Celle des États-Unis, la Réserve fédérale, celle d'Europe, la Banque centrale européenne, éventuellement la Banque du Japon, de Corée du Sud, du Canada, parce que, franchement, tout le monde s'en tape de ce que fait la Banque centrale du Mozambique. Pour vous expliquer ce qui se passe sans faire une vidéo d'1 h 30, on va s'intéresser à un sujet spécifique, à savoir les rachats d'actifs qui sont faits par une banque centrale en particulier, la Fed. Bien sûr, le même raisonnement est applicable dans toutes les grandes banques centrales du monde. Il faut juste transposer, mais là on va étudier avec les données de la Fed pour comprendre ce qui se passe. Alors pourquoi une banque centrale achèterait des actifs? Quand on parle d'actifs, on parle d'emprunts d'État américains pour la Réserve fédérale et de prêts hypothécaires qui sont appelés MBS sur ce graphique. Chez nous, ce serait à peu près l'équivalent d'un prêt immobilier. On voit que ces deux types d'actifs représentent 90% des achats de la Fed. Bon, c'est mignon, mais pourquoi faire? Pour la partie bons du trésor, c'est très simple. La Fed affirme juste que chaque mois, elle va acheter pour tant de milliards d'euros de bons du trésor américains. Ce qui permet au trésor américain, qui dans le même temps va émettre de la dette et donc de nouveaux bons du trésor, d'être sûr qu'au moins une partie de ces bons-là va trouver un acheteur. Et ce qui fait que les investisseurs, on va dire, traditionnels, n'ont pas à acheter toute la nouvelle dette émise. Ça permet de rassurer un peu le monde sur le fait que la dette va pouvoir être émise dans de bonnes conditions et que les États-Unis vont donc pouvoir continuer à se financer à bas coût, parce que s'il y a beaucoup de monde pour acheter la dette, eh bien évidemment, ils peuvent baisser la rémunération. S'il y a autant d'acheteurs, tant mieux. C'est avec ce mécanisme que la Fed s'est retrouvée en 2020-2021 à acheter pratiquement la moitié de la dette émise par les États-Unis. Le gouvernement des États-Unis a permis de distribuer des aides et d'éviter un effondrement de l'économie américaine pendant la crise du Covid. C'était sans doute nécessaire. Mais quand une banque centrale elle achète des actifs, elle le fait à partir de rien. On est donc dans l'équivalent informatique de ce qu'on appelait avant la planche à billets. Du coup, d'un point de vue monétaire, c'est comme si les États-Unis n'avaient émis que la moitié de la dette qu'ils ont émise sur la période 2020-2021. L'autre moitié, en fait, c'était de l'impression monétaire. Et c'est là que ça va commencer à vraiment être compliqué, parce que le bilan de la Fed, c'est-à-dire la quantité d'argent qu'elle a créé, a littéralement explosé pendant cette période. On voit sur le graphique que le bilan de la Fed est passé de 2500 à 5500 milliards de dollars en 18 mois. Pour rappel, les 2500, c'est ce que la Fed a fait depuis sa création en près de 150 ans. On a donc pratiquement doublé en 18 mois par rapport à 150 ans d'histoire. Et pour info, la petite bosse que vous voyez là, c'est la crise des subprimes. Si on met ça en parallèle avec la masse monétaire totale aux États-Unis, parce que la Banque centrale, en fait, n'est pas la seule à créer la monnaie, il y a aussi les banques commerciales qui le font, même si elles ont beaucoup de restrictions, on voit toujours ici la bosse des subprimes, et depuis la crise du Covid, l'emballement de la quantité de dollars en circulation. Du coup, sans avoir de doctorat en économie, vous comprenez bien qu'en augmentant à ce point la quantité de dollars en circulation, dans un monde où on n'a pas produit plus de richesses que ce qu'on avait l'habitude d'en produire, on va avoir un problème sur la valeur du dollar en elle-même. Ça a même un petit nom, c'est l'inflation. Vous comprenez donc maintenant pourquoi tout le monde parle, tout le monde surveille comme le lait sur le feu l'inflation, parce qu'il y a toutes les raisons au niveau monétaire que cette inflation arrive, même si on ne l'a pas encore vue aujourd'hui. Pour les MBS, c'est le même mécanisme, mais appliqué aux prêts immobiliers consentis par les banques. La Fed rachète ces prêts immobiliers, ce qui fait qu'ils sortent du bilan des banques qui peuvent à nouveau
en créer de nouveaux. Et tout ça, bien sûr, va alimenter la hausse du marché immobilier américain qui est aujourd'hui clairement en surchauffe. Ici, vous voyez l'index Case-Shiller qui est l'indicateur des prix moyens de l'immobilier aux États-Unis. Ok, mais alors du coup, pour vous, quel impact? Bon, déjà, vous voyez que si vous voulez acheter une maison de vacances en Californie, c'est peut-être pas exactement le moment. Plus sérieusement, ça veut aussi dire que les conditions économiques d'un retour de l'inflation sont toutes réunies. Est-ce qu'on aura une inflation moyenne à 2-3% ou alors à 7-8%? Ça, c'est aujourd'hui la vraie inconnue. Et honnêtement, la réponse va vraiment dépendre de l'outil statistique qui va être utilisé. Parce qu'aujourd'hui, cette inflation, elle se constate déjà dans les actifs. Les marchés financiers sont au plus haut, de même que les prix de l'immobilier. Celui qui a tout à perdre dans cette histoire, c'est celui qui a des obligations. Oui, on est toujours sur mon histoire du bon vieux fonds en euros, parce que l'inflation, elle va manger les taux d'intérêt qui sont déjà très bas, et du coup l'épargnant, au fur et à mesure, va perdre du pouvoir d'achat. C'est ce qu'on appelait l'euthanasie du rentier qui a été théorisé par Keynes. Voilà, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bien, le fait de savoir qu'il est possible que l'inflation revienne, que ce soit sur un taux d'inflation correct à 2-3% ou sur un taux qui s'emballe un peu plus, ça reste une bonne nouvelle parce que c'est des informations qu'on va pouvoir utiliser. Les Américains qui ont vu la valeur de leur maison prendre 20% dans l'année, eh bien, eux, le montant qu'ils avaient emprunté n'a pas bougé. Ils ont donc juste constaté, s'ils vendent leur maison, bien sûr, un enrichissement net et une augmentation de leur patrimoine. Donc quand il y a de l'inflation, plus que jamais, le levier de la dette est très important. Alors attention, cette dette, il faut qu'elle soit utilisée à but patrimonial, il ne s'agit pas de faire du crédit revolving à 17% pour acheter une télé qu'on va jeter dans les 3 mois. En plus, l'immobilier en lui-même a toujours été une très bonne couverture contre l'inflation. Même si on arrive certainement à la fin du mouvement de baisse des taux, qui avait quand même alimenté la hausse du marché, il va rester ce côté protection contre l'inflation qui va pouvoir continuer à jouer à plein, surtout si on a une inflation forte qui revient. Il y a juste un petit bémol dans cette histoire, c'est que si à l'inverse, puisqu'on a vu que la baisse des taux avait alimenté la hausse des prix de l'immobilier, si les taux remontent de manière très rapide, l'immobilier va perdre en valeur et la protection contre l'inflation, même si elle aidera un petit peu à atténuer cette baisse de valeur, ne va pas suffire. Maintenant, pour que ça se concrétise, il faudrait que les taux d'intérêt décidés par les banques centrales remontent de manière très violente et très rapide. Et ça, il y a très très peu de chances que ça arrive. Je vais d'ailleurs faire une vidéo sur le sujet pour vous expliquer ça en détail. Et les actions dans tout ça, vous savez bien que c'est une classe d'actifs qui, je trouve, est boudée par les Français pour de très mauvaises raisons. C'est vraiment une partie du patrimoine qu'il ne faut pas négliger et qui a son intérêt pour beaucoup de monde. Eh bien, les actions, quand il y a de l'inflation, effectivement, on n'est pas dans le meilleur scénario pour les entreprises. Les entreprises, ce qu'elles aiment, c'est soit une inflation mais qui ralentit, soit même une légère déflation pour permettre de réduire leur base de coûts au fur et à mesure du temps. Par contre, si votre entreprise elle a de la croissance, qu'elle a des ventes et un chiffre d'affaires qui monte de 10% par an, que 0 ou 2% d'inflation, pas très grave. Si l'inflation s'emballe, à ce moment-là, l'entreprise qui va continuer à vendre réellement des biens et des services qui ont une utilité va voir ses prix qui vont suivre l'inflation. Et donc, en cas d'hyperinflation, les actions vont devenir une protection contre cette inflation, même s'il n'y aura certainement pas de surperformance par rapport à cette inflation. Par contre, si finalement nos prévisions d'inflation ne se réalisent pas, eh bien là, c'est nos actions qui vont en profiter en plein. Donc du coup, le mieux, c'est quand même d'avoir un petit peu des deux pour profiter du meilleur des deux mondes. S'il y a de l'inflation, notre dette va commencer à peser moins dans notre patrimoine qui aura pris en valeur. S'il n'y a pas d'inflation, notre immobilier continue à se comporter comme il devait se comporter et les actions ont un boost. Un avis précis sur la manière de constituer et de gérer son patrimoine avec tous les risques économiques qui sont en train de se dessiner dans le monde, n'hésitez pas à laisser un tip sur mon Tipeee qui vous donnera droit à 1 heure de visioconférence avec moi pour échanger sur le sujet de votre choix. À bientôt dans une prochaine vidéo.